Aujourd'hui, nous avons parlé d'environnement et de santé, donc de la notion d'exposome, et nous avons plus détaillé les perturbateurs endocriniens. Et je dirais, le message n'était pas de donner la liste de toutes les pathologies possibles liées aux perturbateurs endocriniens, mais de montrer pourquoi c'est finalement difficile de mettre en évidence scientifiquement une relation entre une exposition, par exemple, à un produit chimique et un phénomène de santé. Donc, les perturbateurs endocriniens ont modifié un certain nombre de concepts en toxicologie. Et j'ai expliqué pourquoi le fait que certains agissent à faible dose, d'autres agissent sur des temps très très longs, d'autres, l'autre point étant le rôle des mélanges de composés font que c'est extrêmement difficile d'établir de manière forte et avérée des relations. On y arrive parfois, mais souvent on a des composés qui sont plutôt suspectés que, disons, avérés comme perturbateurs endocriniens. La science est basée sur des données, elle est basée sur une certaine rigueur, et je ne pense pas qu'on a le droit d'affirmer un certain nombre de choses sans connaître les bons arguments. Alors, ce que j'essaie de faire passer comme message, qui n'est pas nécessairement facile, c'est que dans beaucoup de situations, on est dans une situation d'incertitude. Mais attention, lorsque je dis qu'on est dans une situation d'incertitude, ça ne veut pas dire qu'il faut surtout rien faire. Il y a différents niveaux d'incertitude. Le poids des preuves peut être différent dans un cas par rapport à un autre. Dans certains cas, on a, malgré l'incertitude, suffisamment d'arguments pour dire là, les risques sont trop élevés, je vais mettre beaucoup de temps à prouver cette relation, je dois agir, je dois restreindre, je dois interdire au niveau du décideur public, j'ai besoin d'arguments supplémentaires, je vais faire plus de recherches. Dans d'autres cas, finalement, le poids des preuves est assez faible, on attend que la recherche avance un peu, mais justement, donc, je n'ai pas voulu dire que l'incertitude doit empêcher l'action, bien au contraire. Beaucoup de gens me disent, enfin, c'est toxique ou c'est pas toxique? En gros, voilà, arrêtez, dites-nous. Et en réalité, on a souvent du mal à affirmer quelque chose parce qu'on est des scientifiques et on a envie de se baser sur les données telles qu'elles sont. Et ce que j'ai expliqué aujourd'hui, justement, c'est montrer combien c'est difficile parfois d'établir ce lien. Par exemple, j'ai donné un certain nombre d'exemples, le rôle du temps. Souvent, il y a certaines situations où ce qu'on suspecte est la chose suivante. Vous êtes exposé à un produit, par exemple, une femme enceinte est exposée à un produit très peu, au fond, pendant un temps assez court, bon, à des doses qui ne sont pas non plus des doses très élevées, et on suspecte que des effets peuvent apparaître chez l'enfant 10, 20, 30 ans plus tard. Mettre en évidence ce type de relation est quelque chose, vous pouvez l'imaginer, assez difficile et ne se fera que dans certaines conditions. Donc, moi, j'ai beaucoup insisté sur ces difficultés-là et pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est normal qu'il y ait de l'incertitude. En revanche, à nouveau, c'est pas parce qu'il y a de l'incertitude que dans certaines situations, on dit bon, j'agis quand même et je prends ma responsabilité. Je pense que toutes ces nouvelles technologies peuvent aider. Et notamment, nous allons avoir de plus en plus d'informations, de data. Par exemple, les dosages de certains produits dans la nature, les dosages dans le sang, établir une relation entre ce qu'il y a dans la nature et dans le sang. Est-ce que si j'ai des pesticides dans le sang, ça vient plutôt de l'alimentation ou c'est parce que ça vient de l'air, parce qu'on a répandu des pesticides, ou l'eau qui est contaminée, savoir d'où ça vient pour prendre plus d'action. Il y a un rôle de plus important à ce qu'on appelle la modélisation, donc qui est basé sur beaucoup de données, et l'intelligence artificielle peut aider à interpréter ces données. Donc ça, parfois, c'est important parce qu'ensuite, si ça ne vient que de l'air, ben voilà, la décision va être, attention, quand on va faire des épandages, il faut faire attention, il ne faut pas mettre des maisons trop près, etc. Si ça vient de l'alimentation, c'est une autre question. Voilà. Donc ça permet, par exemple, sur cet exemple-là, ça permet d'avancer pas mal. Donc, et ça commence à être fait, bien sûr. Je pense que par rapport à la relève, je suis d'une part optimiste, d'autre part pessimiste. Optimiste parce que je crois qu'ils ont plus conscience de ça et je pense qu'ils sont, quand on leur parle de ça, ça leur dit quelque chose et je pense qu'ils auront envie d'informer. En revanche, je trouve que l'attractivité des carrières scientifiques n'est plus aussi bonne, je pense, et
on a soit des gens extrêmement motivés, et ça, bon, ils iront toujours dans la science, quel que soit le salaire qu'on leur donne, et quelles que soient les perspectives de carrière, et quelles que soient les difficultés, parce que eux, c'est une espèce de... Et ça, ça restera. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas le même niveau de motivation, mais qui sont extrêmement valables, et qui, étant donné le manque d'attractivité, se dirigent vers parfois d'autres métiers, qui sont des métiers scientifiques, mais pas nécessairement de recherche scientifique. Donc moi je trouve que cette activité de discours, enfin des scientifiques dirigés vers les citoyens est vraiment très très positive. Sur ce plan-là, moi, je pense que même des messages un peu compliqués peuvent passer. Il n'est pas nécessairement de trop simplifier, en tout cas certainement pas de présenter les choses comme étant noires et blanches d'un côté et noires de l'autre. Vraiment présenter les choses dans une certaine complexité, si c'est bien présenté. On n'est pas obligé d'aller dans le micro-détail, mais si c'est bien présenté, je pense que ça peut passer. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des questions bien tranchées et des questions beaucoup plus floues, mais où voilà, le curseur peut bouger. Bon, moi, j'ai un très très grand plaisir à venir discuter avec les gens qui ne sont pas du tout des spécialistes et qui essaient d'écouter. Il s'avère que je suis dans un domaine où les controverses sont quotidiennes, où, je veux dire, on nous appelle tout le temps pour nous demander qu'est-ce que vous pensez de tel truc, alors qu'on n'est parfois même pas des spécialistes, parce que quelqu'un a dit que tel produit est extrêmement néfaste et qu'il faut arriver à répondre, alors que c'est une affaire souvent d'un groupe d'experts qui évalue vraiment la toxicité. Donc beaucoup de controverses, beaucoup d'incompréhension, des peurs, mais aussi bon, une certaine négligence par ailleurs, parce que, bon, écoutez, par rapport à d'autres maladies, par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, l'environnement, c'est peut-être pas... Non, en fait, et la réalité, elle est autre. La pollution, c'est important en termes de santé, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, quand on prend polluant par polluant, contaminant par contaminant, facteur par facteur, là, il y a de quoi vraiment discuter et il faut avoir une attitude rationnelle et essayer d'évaluer l'importance. Donc je suis toujours content de venir en parler et d'autant que plus que c'est un domaine avec beaucoup de peur et de mauvaise compréhension.